Donc, nous avons l'honneur de voir parmi nous M. Antoine Arjakovski, il va se présenter, mais je tiens tout d'abord à le remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'éclairer nos lanternes sur la question de l'Ukraine, afin d'avoir une idée plus historique qu'une idée vue sur Internet ou que vous avez pu éventuellement voir à la télé. Les élèves et l'équipe éducative vous remercient énormément d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Je suis heureux d'être parmi vous et je vous remercie pour votre invitation. Je travaille actuellement comme directeur de recherche au Collège des Bernardins, qui est une institution à Paris dans le quartier latin, avec un pôle de recherche qui réfléchit à tous les sujets contemporains. Et moi, mon département, c'est sur les questions de politique et de démocratie et de relations internationales. Et j'ai écrit un livre cette année sur la question de l'Ukraine, Russie-Ukraine de la guerre à la paix, dont j'ai appris que vous avez pu le parcourir pour certains d'entre vous. Et j'ai écrit ce livre parce que j'ai passé 20 ans en Russie et en Ukraine. D'abord comme diplomate, où j'ai travaillé à l'ambassade de France, à Moscou, où j'ai dirigé un collège universitaire pour des étudiants russes, le collège universitaire français de Moscou. Et puis ensuite, je suis parti à Kiev, où je me suis occupé de l'Institut français d'Ukraine. Et j'étais responsable de la politique linguistique française en Ukraine. Et après, j'ai créé un institut d'études écuméniques, c'est-à-dire un institut qui essaie de s'occuper de réconciliation entre les chrétiens et entre les différentes religions, pour favoriser la paix, justement, en Ukraine. Bon, et puis voilà, depuis 2011, je suis en France. Et donc, parce que j'ai vécu aussi longtemps et en Russie et en Ukraine, je suis désolé de voir que depuis novembre 2013, ce qui devait être une bonne nouvelle, c'est-à-dire une victoire de la démocratie, eh bien, s'est transformé en conflit qui a fait plus de 5000 morts, rien que du côté ukrainien. On considère qu'il y a des chiffres en ce moment qui circulent, on ne sait pas, parce que ce n'est pas une guerre déclarée, c'est ce qu'on appelle une guerre hybride. Les Russes ne reconnaissent pas qu'ils font la guerre à l'Ukraine, officiellement en tout cas. Mais on considère sur Internet que du côté russe, il y a plusieurs milliers de victimes, plus de 3000 victimes aussi. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de blessés et qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont été déplacées, là, en l'espace de 6 mois. Et donc voilà, c'est dramatique parce qu'on comprend bien que ce conflit-là, il concerne toute l'Europe. Les gens qui se sont battus pour leur indépendance sur la place Maïdan à Kiev et sur les autres places d'Ukraine, parce qu'ils en avaient assez d'un régime corrompu, d'un régime qui ne les respectait pas. Pendant 3 mois sous la neige, à moins 20, moins 25 degrés, ils se sont battus pacifiquement pour dire nous, on veut faire partie, on veut s'associer avec l'Union européenne. Et le président Yanukovych, à la dernière minute, alors qu'il devait signer le 21 novembre 2013 un accord d'association avec l'Union européenne, eh bien, à la dernière minute, il a dit non, finalement, j'ai changé d'avis. Et ça a vraiment bouleversé les jeunes, les étudiants. Ils sont allés sur la place Maïdan, ils ont été tapés vraiment durement par des CRS ukrainiens qu'on appelle les Berkouts. Et ça a scandalisé le pays. Déjà, il y avait eu une sorte de contrat moral que l'Ukraine se rapprochait de l'Union européenne et pas de la Russie. Mais si en plus le gouvernement ukrainien se mettait à taper des étudiants, alors là, ça veut dire qu'on sortait complètement d'un cadre démocratique. Bon, voilà, ce projet-là a abouti finalement à la victoire des manifestants le 20 février 2014, l'année dernière. Les manifestants ont pu l'emporter, le président Yanukovych est parti, ils ont voté très légalement un retour à la Constitution 2004 qui permettait d'avoir un nouveau gouvernement, et ce nouveau gouvernement pouvait faire en sorte qu'il y ait des mesures nouvelles attendues par les Ukrainiens, et notamment la première mesure, c'était de signer un accord d'association avec l'Europe, ce qu'ils ont fait. Et maintenant, le Parlement européen a signé au mois de septembre aussi, a voté pour que l'Ukraine
soit un pays associé à l'Europe. Et là, dans les prochaines semaines, ça veut dire très concrètement que les Ukrainiens qui ne pouvaient pas voyager librement en Europe, ils vont recevoir un passeport avec la possibilité d'avoir un visa Schengen qui leur permet de circuler dans toute l'Europe. Voilà une mesure concrète qui aboutit qui est le résultat de ce conflit où la population a pu défendre ses droits. Mais en même temps, voilà, il y a eu ce conflit, et il s'agit aujourd'hui de comprendre d'abord les causes du conflit, et je suis reconnaissant de pouvoir parler un petit peu des questions historiques et de répondre à vos questions, surtout là je veux juste faire une petite introduction de 5 minutes, comprendre les causes du conflit et comprendre quelles sont les solutions, comment on peut en sortir. Demain, je vais participer à une conférence de presse à l'hôtel Pullman devant le cercle de la presse avec des représentants d'une chaîne de télévision ukrainienne qui s'appelle Ukraine Today et qui est sidérée par le fait que la presse française parle très peu et très mal de ce qui se passe en Ukraine. Il y a un phénomène qui s'appelle la propagande, qui est qu'on ne s'intéresse pas à la vérité entière, on s'intéresse à des demi-vérités qui arrangent votre thèse. Bon. Et malheureusement, on est obligé de constater aujourd'hui, si vous voulez on pourra en parler, que l'information qu'on a dans nos médias, y compris en France, n'est pas toujours objective, et même elle est souvent le résultat de la propagande, c'est-à-dire d'une volonté de mensonge. Et donc demain, les Ukrainiens veulent réagir à ce qu'ils appellent la propagande russe, ils vont faire une conférence de presse, ils m'ont demandé de parler, et ils m'ont dit il faudrait que tu parles d'un sondage qu'on vient de réaliser, et ce sondage donne les résultats suivants. Alors je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est deux résultats très intéressants d'un sondage qui a été fait auprès d'une population de 2000 personnes en région parisienne et en France, hommes, femmes, jeunes étudiants, personnes âgées, gens de droite, gens de gauche, comme on fait les sondages. Eh bien, il y a deux résultats très intéressants de ce sondage. Le premier résultat, c'est que les Français, en grande majorité, pour 64% des Français, le conflit est bien, ce qui se passe en Ukraine, est bien une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors que la propagande russe et beaucoup de nos journaux nous disent depuis un an, c'est pas du tout une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre civile en fait. Les Ukrainiens ne sont pas d'accord entre eux. Donc qu'est-ce que nous on va faire, nous les Français? On ne va pas régler les problèmes des Ukrainiens, ça ne nous concerne pas. Vous voyez? Alors que moi, pendant un an, j'ai essayé d'expliquer, notamment dans ce livre, c'est pas du tout une guerre civile. Regardez ce qui s'est passé en Crimée avant l'annexion de la Crimée, la presqu'île au sud de l'Ukraine. Il n'y a pas eu un seul coup de feu avant que les Russes n'annexent la Crimée le 17 mars 2014. Il n'y a pas eu un coup de feu. Comment pouvez-vous dire que c'est une guerre civile? Vous voyez? Donc, avec des arguments, avec des preuves, avec des... Voilà, j'ai réussi, et beaucoup d'autres ont réussi à convaincre finalement l'opinion publique de ça. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est déjà très important de le reconnaître, d'ouvrir les yeux, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre internationale entre la Russie et l'Ukraine. Et pour la première fois depuis très longtemps, un pays en Europe a annexé un autre pays contre la volonté de ce pays. Donc c'est grave. Et ça menace le droit international, les relations internationales, et c'est pour ça que c'est tellement important. Mais il y a un autre résultat de ce sondage qui pour moi est moins réjouissant. C'est que la majorité des Français, 71%, considèrent que la France doit livrer des bâtiments militaires, les fameux Mistral, à la Russie. Les trois quarts des Français nous disent, il y a quelques années, en 2008-2009, la France a signé un contrat militaire devant livrer des bateaux super équipés, des porte-avions qui peuvent faire la guerre en 48 heures dans n'importe quel pays de la planète. Bon. C'est une technologie que seule la France, les États-Unis, l'Angleterre, quelques pays disposent de cette technologie ultra sophistiquée. Mais à l'époque de la présidence Sarkozy, on considérait qu'il fallait avoir de bonnes relations avec la Russie, donc on a décidé de vendre ces bateaux
c'est plus d'1 milliard d'euros. Et donc c'est un contrat important pour les chantiers français où on construit ces bateaux. Mais la guerre a été déclarée, plus de 5000 morts. La France a dit que la Russie était responsable et qu'il fallait cesser toute coopération militaire avec la Russie. Et donc, le président François Hollande a décidé, là, il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, de ne pas livrer les bateaux à la Russie. On ne peut pas, et d'un côté, dire la Russie est responsable d'un conflit, et d'un autre côté, lui donner du matériel militaire pour encore plus écraser le voisin ukrainien. Voilà, et les Français ne sont pas d'accord. Les Français disent, bah, on a signé un contrat, la parole de la France, c'est la parole de la France, et donc, voilà, il faut les donner, ces bateaux. Vous voyez ? Et moi, ce que j'aimerais faire maintenant, puisque là, je découvre par ce sondage, quand je vais présenter demain, que les Français ne sont pas d'accord, je vais rappeler juste une vérité qui est importante pour vous qui réfléchissez à la construction de la paix et voilà, comment trouver la vérité. Vous voyez, il y a deux opinions. Il y a l'opinion des Ukrainiens qui dit mais surtout pas, c'est pas le moment, et ils nous font la guerre et vous voyez bien que c'est injuste. Et d'un autre côté, des positions des Russes qui disent bah, vous avez signé, c'est trop tard, maintenant nous on a déjà payé, vous devez nous livrer les bateaux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si vous ne les payez pas, vous devrez payer très cher des taxes, des pénalités. Eh bien, moi, ma position, c'est qu'il ne faut pas les vendre, il ne faut pas les livrer, ces bateaux, parce que la France a signé un autre traité, encore plus important. En 1994, du mur de Berlin, l'Union soviétique s'effondrait, on n'avait qu'une seule peur, c'est que l'Ukraine, qui était un pays nucléaire, eh bien, des armes nucléaires puissent se balader n'importe où à travers les frontières. Donc il y a un accord qui a été adopté en 1994 à Budapest entre plusieurs pays, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et l'Ukraine, 4 pays. Et ça a été ensuite signé également par la France et par la Chine, donc tous les pays du Conseil de sécurité. Et l'accord, c'était que, 1, l'Ukraine accepte de se dénucléariser. Pas une seule arme nucléaire ne doit rester en Ukraine, pas une seule ogive. Et en contrepartie, les 4 pays signataires, plus les 2 autres qui se sont associés ensuite, dont la France, garantissent l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine sur son territoire. Vous voyez ? Vous ne faites pas partie du pacte de Varsovie, vous ne faites pas partie de l'OTAN, mais nous, on vous garantit que vos frontières ne seront pas touchées, en contrepartie du fait que vous vous mettez tout nu, finalement. Se libérer de son arme nucléaire, ça veut dire n'importe qui peut vous envahir du jour au lendemain. Vous ne faites plus peur à personne. Bon, ben, en contrepartie, on vous garantit vos frontières. La France, vous imaginez, a signé, le président Mitterrand a signé cet accord-là. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, alors que ces frontières ne sont pas respectées par l'un des pays signataires, justement la Russie, on puisse livrer du matériel militaire à la Russie? Voilà, c'est ça que je vais essayer de m'occuper maintenant, demain et puis dans les semaines à venir, d'essayer de convaincre les Français, et vous les premiers, que c'est pas juste pour la France de vendre des bateaux. Puis la dernière chose que je voudrais vous dire en introduction, avant de répondre à vos questions, c'est, votre professeur me disait, c'est important quand on prend des décisions, et quand on essaie de trouver des consensus diplomatiques, d'avoir une sorte de perspective de long terme, de perspective historique. Et ça m'a plu parce que je suis historien avant de m'être engagé sur le plan de la diplomatie. Et c'est vrai que l'histoire, c'est ce qui vous permet de trouver la vérité. Quand il y a des opinions contradictoires, on se dit, bah, celui-là il pense comme ça, l'autre il pense comme ça, chacun a le droit de penser comme il veut, l'important c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une théorie qui a été développée par Samuel Huntington, c'est la théorie du choc des civilisations, c'est chacun développe sa civilisation comme il veut, où il veut, et l'important, c'est pas de se marcher sur les pieds, et même ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'historien, justement, celui qui regarde l'histoire sur le long terme, il comprend qu'il y a des valeurs universelles. Il y a des valeurs que vous soyez chinois ou américain, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez musulman ou chrétien, agnostique ou athée, il y a des valeurs universelles. Et l'une de ces valeurs universelles, c'est
le respect de la dignité de toutes les personnes, c'est le respect du droit international, etc. Bon, la justice, voilà. Donc, la question c'est, puisqu'il y a une vérité, puisqu'il y a des valeurs universelles, elle est où la vérité dans le conflit russo-ukrainien? Donc là, vous êtes obligé de faire un petit parcours historique. Le problème, c'est que ça ne suffit pas juste de regarder l'histoire, il faut regarder la mémoire. La différence entre la mémoire et l'histoire, c'est que la mémoire, c'est ce dont vous vous souvenez qui vous fait vivre, qui vous fait être fier de la mémoire que vous avez reçue de vos parents ou de vos grands-parents, et qui vous fait que vous avez envie d'avoir votre bac, de faire des études et de contribuer à un monde plus juste. C'est ça le fond de la mémoire. Le problème, c'est que c'est pas suffisant pour trouver la vérité. Il faut que votre mémoire, elle a beau être très forte, très importante, il faut que vous puissiez en discuter, il faut que vous puissiez la confronter avec d'autres mémoires. Et essayer de trouver une vérité commune qui corresponde à la fois à ce que vous croyez au fond de vous-même, parce que vous l'avez reçu, parce que pour vous c'est vrai, mais en même temps que ça puisse correspondre à ce que pensent les voisins. Eh bien, entre la Russie et l'Ukraine, il y a deux mémoires différentes. Les deux mémoires disent, pour aller très vite, hein, je répondrai à vos questions si ça vous intéresse pour aller plus loin, mais en gros, au même titre qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait une mémoire commune qu'on venait tous de l'Empire carolingien. Les Français et les Allemands, on vient de l'Empire carolingien. Charlemagne, c'est notre mémoire. Il a reçu d'abord le christianisme. Et le christianisme au Moyen-Âge, c'était très important. C'était ça qui a fait qu'il y a eu des écoles qui ont été créées, des hôpitaux qui ont été créés. Voilà. Donc on a reçu le christianisme. Et puis on a reçu un certain ordre juridique, etc. Donc Charlemagne, c'est important pour notre mémoire. Bon. Alors, qui est l'héritier de Charlemagne? Les Allemands et les Français ont dit, c'est nous. Il n'y a que nous qui pouvons être les héritiers de Charlemagne. Et les enfants de Charlemagne ont commencé à faire la guerre après le traité de Verdun de 843. Les rois capétiens ont dit, c'est nous les vrais héritiers, et les princes allemands ont dit, non, c'est nous. Et ça a abouti à deux guerres mondiales et à une troisième guerre en 1870. Parce qu'ils avaient des mémoires et ils n'arrivaient pas à trouver une histoire commune. Et depuis 1945, les historiens ont écrit une histoire commune en disant finalement, on a un héritage commun, mais simplement, nos deux nations, la France et l'Allemagne, se sont chacune à leur façon développées en lien avec cet âge d'or de l'Empire carolingien. Et à partir du XIVe, XVe, XVIe siècle, on voit bien un pays qui s'appelle la France et qui est différent d'un autre pays qui va mettre un peu plus de temps à se constituer, puisque l'Allemagne ne s'est constituée comme nation qu'au XIXe siècle, mais voilà, qui va se constituer comme État-nation. Mais là, c'est la même chose entre la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine ne se constituent comme État-nation que là, maintenant, sous nos yeux. Elles ont dit, et elles disent encore aujourd'hui, c'est la raison du conflit, la période médiévale qui était notre âge d'or, qui est notre fierté, qui est, voilà, c'est par le prince Vladimir qu'on a reçu le christianisme, qu'on a reçu la civilisation, qu'on a été intégré dans les grandes familles européennes. Bon. C'est nous qui sommes les vrais héritiers du prince Vladimir, disent les Russes. À quoi répondent les Ukrainiens en disant non, non, ça ne peut pas être vous, parce que vous êtes en Moscovie. Vous voyez où c'est la Moscovie par rapport à Kiev, par rapport à la Crimée? C'est bien plus au nord, c'est bien trop loin. Et puis en plus, vous avez été envahis par les Tatars au XIIIe siècle, vous êtes devenus esclaves. C'est nous, Ukrainiens, qui sommes les vrais héritiers de la Rousse de Kiev, de cette période bénie du Moyen-Âge. Bon. Et le malheur, c'est que les historiens n'ont pas réussi à échanger les mémoires, à discuter ensemble en disant, écoutez, et moi c'est ce que je leur recommande, et c'est pour ça que j'ai essayé dans ce livre de faire un récit croisé, de dire, c'est important d'être fier de son passé et d'avoir une vision de l'avenir qui est une vision où on est fier de sa nation. Mais ça ne suffit pas. Il faut confronter les points de vue et dire que, bah oui, on a partagé une période commune au Moyen-Âge, mais qu'on a eu des réactions différentes quand les Polonais sont arrivés, ou quand les Tatars sont arrivés, on a eu des réactions différentes, et à force d'avoir des réactions différentes,
Et ben, à partir du XVIe siècle, on voit bien qu'il y a même des langues différentes qui apparaissent, il y a même des religions différentes, catholiques, orthodoxes, qui apparaissent, et donc, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, deux États différents qui apparaissent, la Russie et l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, les Russes n'acceptent pas que l'Ukraine se dise différente de la Russie, et les Ukrainiens ont du mal à accepter que leur identité est une identité un peu différente des autres pays comme la France. En France, jusqu'à la Révolution française, il y avait un roi, une religion, un territoire. C'est comme ça que vous faites un pays. Un roi, une religion, un territoire, une monnaie, une armée, c'est super simple. Bon. Mais il y a d'autres pays où c'est pas si simple, où c'est différent. Par exemple, la Suisse, ou la Belgique, ou le Canada. Le Canada, ben voilà, il y a deux langues, deux religions, c'est différent. Ben c'est la même chose en Ukraine. Il y a deux langues, le russe et l'ukrainien, deux religions principales, les catholiques et les orthodoxes, ils font, à eux seuls, ils font plus de 31 millions d'habitants, sur une population de 44-45 millions d'habitants. Et donc, voilà, deux cultures différentes, mais on forme quand même un État-nation. Simplement, cet État-nation, il est biculturel. Voilà. Donc, quand vous comprenez ça, quand vous comprenez que historiquement, il y a bien un passé commun, mais que, en même temps, il y a deux identités différentes qui se sont constituées. Une qui dit la Russie. La Russie, c'est un pays où il y a un État, une nation, un territoire, une langue, point barre. Et un autre État qui a une autre mentalité, une autre identité, qui dit nous, l'Ukraine, on est bien un État-nation, mais biculturel, bilingue, plurireligieux, etc. Quand vous comprenez ça, ben, vous comprenez qu'il faut absolument séparer les belligérants, éviter un nouvel empire, parce que c'est ça que voudrait le président Poutine, c'est recréer l'empire, sauf que ça ne serait plus l'empire soviétique, il appelle ça l'empire eurasien. Et donc, bien entendu, la première solution de paix que je propose, c'est qu'on arrête, qu'on fasse un cessez-le-feu, et manifestement aujourd'hui, il faut une troisième force. Alors, est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est l'OSCE? En tout cas, une troisième force qui envoie des soldats qui seraient postés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans le Donbass, pour éviter qu'ils se tapent dessus, et qu'on puisse commencer les discussions. Voilà, est-ce qu'on a une histoire commune? Qu'est-ce qu'on fait de la Crimée? Est-ce qu'on va réellement accepter ce fait accompli? Etc. etc. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je vous remercie, et je serai très heureux de répondre à vos questions. Votre livre, vous interprétez la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine afin de proposer une solution à la situation en vous appuyant sur votre thèse selon laquelle l'Ukraine est un pays biculturel attaché à sa spécificité identitaire en dépit de ce que peut penser la Russie poutinienne. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail la spécificité de ce pays biculturel, voire multiculturel ? Oui, merci pour cette question. C'est vrai que c'est important de comprendre la dimension biculturelle. Moi, je dis biculturel plus que pluriculturel. Le côté bi, ça implique le côté pluri. C'est-à-dire, dès lors que vous acceptez un autre, vous acceptez tous les autres. Vous êtes dans un rapport d'altérité. Mais je dis bi quand même, parce qu'il y a deux grandes cultures qui ont marqué l'histoire de l'Ukraine. C'est la culture polonaise à l'ouest et la culture russe à l'est. Je vous ai parlé de cette période médiévale où la Rousse de Kiev s'est constituée, on dit, entre 9e et 13e siècle. Mais à partir du XIIIe siècle, les Tatars qui venaient de Mongolie ont envahi l'Ukraine et Kiev, et il y a un prince de l'Ukraine actuelle, à l'époque on disait de la Rousse, qui a réussi à résister, qui s'appelle le prince Danilo de Lviv, en Ukraine occidentale. Donc lui, il a réussi à résister aux Tatars.
Donc là, il y a déjà une première ligne de fracture avec deux choix différents qui ont été adoptés par deux princes différents. Le prince Danilo de Lviv et le prince Alexandre de la Neva, qui était lui à Kiev. Ils avaient le même âge. Dans les années 1240, ils avaient une trentaine d'années. Et ils ont eu deux réactions différentes par rapport aux Tatars. Il y en a un qui a dit les Tatars, jamais je n'accepterai qu'ils occupent mon territoire. Je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à donner mon sang. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même religion que moi, ils n'ont pas les mêmes mœurs que moi, la même façon de vivre que moi. Et donc, voilà, je me battrai, je n'accepterai pas. Et ils se sont battus, ils n'ont pas accepté. Et de fait, le prince Danilo a réussi à les arrêter. Ça a été la position de Danilo de Lviv. Le prince Alexandre de la Neva, qui est considéré par les Russes aujourd'hui comme le personnage le plus important de leur histoire. C'est pour ça que je vous parle de lui. Les Russes, quand on fait un sondage dans la rue, tout ça, on leur dit qui est important pour vous dans votre culture, tel joueur de foot, tel chanteur de rock, tel grand personnage, le tsar Alexandre le Grand, ou Staline, ou Lénine, c'est qui la personne la plus importante pour vous? Eh bien, les Russes disent en très grande majorité Alexandre de la Neva, le prince Alexandre de la Neva. Il y a même à Paris, vous verrez, rue d'Aru, dans le 8e arrondissement, une cathédrale orthodoxe qui s'appelle la cathédrale Alexandre Nevski ou Alexandre de la Neva. Bon, et pourquoi il est important Alexandre de la Neva pour les Russes? C'est ça, à Moscou vont créer un nouvel État qui va devenir la Russie. Donc vous voyez, c'est deux attitudes différentes qui vous permettent de comprendre qu'il y a eu deux réactions différentes par rapport au même phénomène. Et ça, eh bien, aujourd'hui, les Ukrainiens disent notre culture, elle est autant celle d'Alexandre de la Neva que celle du prince Danilo de Lviv, parce que, l'un comme l'autre se définissait comme chrétien, et deux, on pense aussi que dans certains cas, il faut pouvoir s'opposer et pas accepter qu'on rentre chez vous et qu'on fasse n'importe quoi et qu'on déplace les meubles, etc. Des fois, il faut vraiment résister. Et d'autres fois, il faut avoir un langage, disons, où le principal, c'est d'éviter que le sang ne coule. Vous voyez? Et donc, en ce sens, l'Ukraine se définit comme un État biculturel et donc bilingue. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas bien en France. On dit... parce que nous, en général, en France, on parle qu'une seule langue, il n'y a qu'une seule langue d'État. La République ne parle que le français. Vous n'imaginez pas que la République vous adresse une lettre en breton si vous êtes breton. Vous voyez, à la Révolution française, on a dit ça, il n'y a qu'une seule langue. Et même c'est avant la Révolution française, du temps de François Ier, on a dit avec l'édit de Villers-Cotterêts, il n'y aura qu'une seule langue en France, et ce sera le français. Et ça date des années 1530, François Ier. Bon, et bien en Ukraine, on dit autre chose aujourd'hui. On dit, puisqu'on est tous bilingues, puisque nous, on parle tous et le russe et l'ukrainien, eh bien, il y aura certaines régions qui voudront, où les gens voudront parler, s'adresser à l'administration en langue russe. Et il y a d'autres régions où la plupart de la population voudra s'adresser à l'administration en langue ukrainienne. Eh bien, ça doit être possible. Vous voyez, ça, c'est pas pensable en Russie. En Russie, il y a tellement de populations. Il y a des Tatars, il y a des Kirghizes, il y a des Tadjiks, il y a des tas de populations. Et donc, la position de la Russie, ça a été la position de la France de dire qu'il n'y aura qu'une seule langue, point barre. Vous voyez? Donc voilà, c'est une façon de répondre à votre question, en quoi l'Ukraine est bilingue. Vous expliquez qu'en période de crise, le mythos l'emporte plus souvent sur le logos, tandis qu'en période de paix, c'est l'inverse. Pourriez-vous nous expliquer quel lien que vous qualifiez Les campagnes de désinformation et les jeux de langage comme outil de la guerre de l'information. Pensez-vous que les méthodes de propagande dénoncées dans les livres de George Orwell, Anne Frank ou 1984 sont toujours d'actualité? Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène très nouveau
qui est le retour de la propagande. C'est pour moi une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à prendre conscience que nos médias ne fonctionnent pas comme on croyait qu'ils devraient fonctionner. On nous disait que les médias sont objectifs parce qu'ils font des débats, parce qu'ils permettent la liberté de l'opinion et parce qu'ils critiquent leurs sources. Et on se disait, avec ces trois critères-là, on a une chance de parvenir à l'objectivité. Eh bien, on s'est trompé. Ça ne suffit pas, la critique des sources, le débat et la liberté d'opinion, ça ne suffit pas pour atteindre la vérité. Mais il y a un autre discours, qui est le discours mythologique, qui ne s'intéresse pas à la vérité partagée, qui s'intéresse uniquement à la vérité mémorielle, et qui est prêt à tout donner pour défendre cette vérité particulière et pas cette vérité universelle. On le voit en Russie, où, par exemple, il n'y a pas de télévision publique qui soit libre. Toutes les télévisions publiques sont financées par l'État. Et donc l'État peut imposer ce qu'il veut à ces télévisions. Et quand il y a une télévision privée qui se crée, comme la télévision Dodge, eh bien, cette télévision, on l'empêche d'être placée sur un bouquet de satellites qui permettrait à tous les Russes de la voir. Donc on la marginalise, vous voyez. Donc on se rend compte qu'il faut aussi poser la question du financement des médias. Et du coup, puisque je me rends compte que eh bien, le discours de la propagande russe a des effets importants en France, j'en viens à me poser la question de savoir si en France, on n'a pas un travail à faire aussi sur cette question. J'ai été frappé, par exemple, que les chaînes de télévision d'État, que ce soit TF1, ou France 2, ou France 3, etc., non seulement n'est pas parlé une seule fois de mon livre, non seulement n'est pas invité, mais ni moi-même, ni mes amis qui travaillons dans cette direction-là, mais à l'inverse, et fait croire aux Français, pendant un an, c'est lent, et encore ça continue dans certains cas, on fait croire aux Français que le conflit ukrainien était une guerre civile. On fait croire aux Français que la révolution de la dignité ukrainienne était en réalité des fascistes, que c'était des fascistes antisémites, violents, qui s'opposaient au président Yanukovych. Eh bien voilà, moi, je découvre cette année avec horreur que nos télévisions nous ont servi un plat de propagande tout au long de l'année, sous couvert d'objectivité, de liberté d'opinion, etc. Et je me suis rendu compte, parce que voilà, ça fait depuis un an que je vois ça et je ne comprends pas, enfin, je me dis mais c'est incroyable. Et je me suis rendu compte que nos chaînes de télévision ont elles-mêmes leurs intérêts financiers. Une chaîne de télévision comme TF1, qui appartient au groupe de Martin Bouygues, elle a des contrats gigantesques en Russie, alors qu'elle n'a quasiment aucun contrat en Ukraine. Son intérêt, c'est de négocier avec les Russes, c'est pas de négocier avec l'Ukraine. Donc on peut imaginer que la politique rédactionnelle de TF1 soit plus sensible à ce que dit le journaliste correspondant à Moscou que
Du reste, elle n'a même pas de journaliste permanent à Kiev. Il n'y a pas de journaliste permanent des télévisions françaises à Kiev. Quand vous entendez un journaliste parler d'Ukraine, c'est un envoyé spécial. Vous voyez, c'est le genre de choses voilà, dont il faut être conscient pour développer un sens critique et pour ensuite essayer de trouver des solutions. Et par exemple, de créer, avec cette haute autorité de l'audiovisuel, un système de financement qui permettrait une véritable indépendance des rédactions vis-à-vis des intérêts tant de l'État que des intérêts financiers. C'est une proposition que je fais. Voilà, mais j'ai l'impression que moi je ne suis pas contre la compétition, je suis pour une compétition régulée. Le droit, c'est ce qui nous permet de reconnaître qu'on est différent, qu'on a des intérêts différents, qu'on a des passés différents, qu'on a des objectifs différents, mais en même temps d'éviter que notre compétition soit injuste ou pas équitable. C'est ça le droit. Et donc ça veut dire que, et je crois, et c'est pas moi qui le dis, enfin c'est dans toutes les écoles de commerce vous apprenez ça, que le business peut se développer quand il y a une culture juridique, quand il y a un état de droit. La France est la 5e ou la 6e puissance mondiale, alors qu'on est un petit pays de 60 millions d'habitants, par rapport voilà, au Brésil, où vous imaginez des très grandes puissances. Enfin, il y a des sociétés en France qui sont plus riches que des États entiers en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce génie-là de créer un état de droit où on limite au maximum les situations d'infraction à travers la corruption, etc. Donc, mon optimisme n'est pas de la naïveté. Je suis conscient que nous pouvons avoir des intérêts conflictuels. Mais reconnaître que nous avons des intérêts différents, ça ne signifie pas qu'immédiatement on va se taper dessus. On peut réguler tout ça et créer un état de droit, et c'est en créant un état de droit qu'on développe la richesse, qu'on développe les initiatives et qu'on permet à la civilisation de se développer, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Et du coup, c'est comme ça que je vois la régulation des médias. En particulier, si je peux me permettre de sortir du champ ukrainien, il y a un débat qui nous agite en France depuis 15 jours autour de Charlie Hebdo. Il faut qu'on apprenne à réguler la liberté d'expression et le respect d'autrui. Voilà, c'est des intérêts différents. Et c'est le droit qui rend ça possible. On ne peut pas dire, par exemple, n'importe quoi. On ne peut pas dire que la Shoah n'a pas existé ou que, je ne sais pas, le génocide du Rwanda n'a pas existé. On ne peut pas dire ça. C'est puni par la loi. Vous allez en prison si vous dites ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon à la fois de permettre la liberté d'expression et en même temps de réguler le respect des vérités? Ça, je pense qu'il nous manque un mécanisme juridique en France pour construire la paix et éviter de mettre de l'huile sur le feu, comme on le voit aujourd'hui partout dans le monde. Il y a des situations extrêmement conflictuelles du fait qu'en France, nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème. Donc on a une responsabilité importante. Pas une dernière question? Je vois que voilà, c'est peut-être bien de s'arrêter là. Moi, je serais content de rester en contact avec vous. Je vous remercie pour votre invitation et je vous félicite.